Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Hugues Pernet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous signez un livre pour l'histoire. Ça s'appelle Journal du premier ambassadeur de France à Kiev, parce que c'est ce que vous avez été de 1990 à 1993. Et juste avant de débuter l'interview, vous me disiez, ce que je raconte dans ce livre, on ne l'a jamais raconté. Et on va dérouler le film avec vous, avec une toute première question. Vous arrivez à Kiev en 1990, dans la République soviétique d'Ukraine, on en est encore là. Vous étiez à Washington, et là, vos collègues vous disent, donc on t'envoie à Kiev, c'est un enterrement de première classe. Ça pose un peu les conditions dans lesquelles vous arrivez. Absolument, mais en même temps, notre ambassadeur à Washington, qui était un vétéran de l'URSS et de la conférence d'Helsinki qui visait au rapprochement entre l'Union soviétique et le monde occidental, avait compris que c'était aussi un aboutissement de ce processus et que ça voulait dire qu'il y avait quelque chose peut-être à faire. Qu'est-ce qu'on vous demandait là-bas? Tout simplement d'inventer la diplomatie française en Ukraine? Non, d'observer et de rendre compte de ce qui se passait, des mouvements, des changements, et ce qu'il y avait, si vous voulez, c'était très préoccupant parce qu'on avait d'un côté ce qu'on appelait la Gorbimania, qui nous présentait un Gorbatchev qui était extraordinaire, qui réglait tous les problèmes, et en même temps on vous demandait d'aller sur le terrain et de dire qu'est-ce qui se passe. À quoi ressemble Kiev à l'époque, en 1990? À l'époque, quand on arrive, d'abord on est dans un hôtel soviétique, il faut imaginer ce que c'est pas très drôle, c'est une ville grise, c'est une ville pas drôle, les gens sont mal habillés, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'hôtel et il n'y a pas d'étrangers. Et à l'époque, l'Ukraine est un élément majeur de la puissance du bloc soviétique et de l'Union soviétique. Absolument, c'est la deuxième république du RSS. À l'époque, on comptait 50 millions d'habitants. Maintenant, on en compte un peu moins. C'est tout. Elle a toujours 660 000 km². Enfin, à l'époque, c'est ce qu'elle avait. Et c'est donc plus que la France. C'était un pays qui était l'équivalent de la France. Qui était puissant économiquement? Qui était puissant et faible en même temps. Il était puissant parce qu'il avait des ressources minières et parce qu'il avait des industries militaires. C'était inadapté, mais il y avait de l'industrie. Il fabriquait des fusées, il fabriquait des chars, il fabriquait des avions. C'était extraordinaire, mais ça ne servait à rien. Et parce que fin 90, début 91, on va parler de l'accession à l'indépendance, mais la situation économique et sociale était déjà très dégradée en Ukraine. Il y avait des convois d'aide alimentaire qui partaient de Marseille, de Toulouse, pour aller vers l'Ukraine. Absolument. C'est une période où on assistait à la fin de la guerre froide. L'URSS était exsangue. Elle avait tout monopolisé, elle avait monopolisé toutes ses ressources pour l'armée, et de ce fait, rien n'avait été fait pour l'industrie, l'agriculture. Mais l'Ukraine est exsangue, mais beaucoup moins que la Russie. Alors, quand on lit votre livre, et on va y venir dans un instant, on se dit que tout était écrit. Quand on reprend l'histoire de l'Ukraine avec son voisin russe, on reprend sur un des épisodes qui a profondément agacé les Russes, l'accession à l'indépendance. Comment est-ce que ça se passe? Il y avait un mouvement, un souffle, une volonté d'indépendance en Ukraine? Alors d'abord, le mouvement d'indépendance lui-même, on coupe le nœud gordien qui reliait l'Ukraine de manière inextricable depuis des siècles, au degré ou de force, à l'Empire tsariste, à la Russie. Donc c'est quelque chose de totalement extraordinaire, de traumatisant pour tout le monde. Il y avait un mouvement, c'était à la fois, il y avait un mouvement indépendantiste en Ukraine occidentale. L'Ukraine occidentale, c'est la partie qui a été rattachée à l'URSS après le pacte Ribbentrop-Molotov. Donc c'était une partie qui était antérieurement tournée vers l'Occident et qui était très indépendantiste et très anticommuniste viscérale. L'autre partie, c'était une Ukraine soviétique, russophone. Et qui a compris que son avenir n'était pas avec le Parti communiste soviétique de M. Gorbatchev, et qui donc s'est retranchée sur elle-même et a préféré faire alliance avec le mouvement indépendantiste pour son indépendance. Tout ça se passe sans une goutte de sang. C'est ça que vous écrivez dans votre livre. On est en 1991. Léonid Kravchuk est élu au suffrage universel direct au premier tour avec 61,9% des voix. Sans tricher. Sans tricher. C'est la première fois. Ouais. Et il y avait eu la même chose en Russie, parce que la Russie, avec Boris Yeltsin, il y a eu aussi une élection au suffrage universel. C'est ce qui a beaucoup perturbé M. Gorbatchev, qui lui était élu par un petit cénacle de communistes de 1250 voix. Mais à ce moment-là, quand il y a ce vote-là, que disent les Russes? Eh bien, les Russes, dès le lendemain, M. Yeltsin lui-même, président de la Fédération de Russie, élu au suffrage universel, donc censé être démocrate, menace immédiatement l'Ukraine. De représailles? De représailles, de contestation de ses frontières. Il va même jusqu'à dire qu'il ferait la guerre. Donc tout était écrit?
Je pense que c'était écrit, qu'on n'a peut-être pas assez entendu. Et surtout, ce que vous dites dans le livre, ceux qui pensent qu'il suffirait de se débarrasser de Vladimir Poutine pour que la Russie n'ait plus de prétention sur l'Ukraine se trompent. Je pense qu'ils se trompent parce que d'abord, il faut, pour comprendre un problème, il faut l'analyser dans ses racines et pas partir d'une date importante qui est 2014. Je pense qu'ils se trompent parce que déjà, M. Yeltsin avait eu des revendications territoriales sur l'Ukraine. M. Poutine, en fait, a réalisé ce que M. Yeltsin n'avait pas pu faire. Ce qu'on réalise aussi dans ce livre, c'est que là aussi c'était écrit, la relation entre les États-Unis et l'Ukraine, au détriment, si on parle juste pas de l'ensemble de l'Europe mais de la France vis-à-vis de l'Ukraine. En gros, les Américains étaient très allants vis-à-vis de cette nouvelle république indépendante d'Ukraine, alors que les Français étaient plutôt en retrait. Pourquoi ? Alors d'abord, les Américains réalisent une percée diplomatique extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils vont tout de suite rencontrer ce nouveau président. Absolument, mais parce qu'ils comprennent très bien leur intérêt. Les Américains gagnent la guerre froide grâce à l'Ukraine. L'Ukraine est la pierre angulaire qui fait s'écrouler l'édifice. C'est extraordinaire. Quant à nous, on comprend très bien, il se trouve que nous étions dans une relation privilégiée avec l'Union soviétique et on comprend très bien que notre rôle au lendemain de l'éclatement de l'URSS sera relativisé. On est embarrassé ? À Paris ? Oui. Je pense qu'on sait qu'on risque quelque chose et on essaye de faire ce qu'on peut, mais voilà. Est-ce que vous avez été, pardonnez-moi avec Pernet, est-ce que vous avez été surpris de voir ce qu'on commente ici beaucoup comme la résilience du peuple ukrainien, la force de cette nation, cette jeune nation ukrainienne, parce que dans le livre vous racontez à quel point, et c'est vraiment intéressant de refaire l'histoire de l'Ukraine, à quel point ce pays au XXe siècle est meurtri. Absolument. Si vous pouvez nous refaire un déroulé rapide. Ça a été un pays traumatisé pendant tout le XXe siècle, on ne se rend pas compte. Ils ont perdu des millions d'hommes. Hein. D'abord, il y avait les pogroms anti-juifs de l'Empire tsariste. Ensuite, il y a eu la guerre de 14 qui s'est passée largement sur leur territoire. Ensuite, ils ont négocié avec les Allemands le premier traité de Brest-Litovsk, parce qu'il y en a deux pour leur indépendance. Mais il se trouve que les deux traités de Brest-Litovsk qui leur accordent l'indépendance sont annulés par le 11 novembre 1918, par l'armistice. Ouais. Et la Russie bolchevique revient en Ukraine et alors liquide tous les gens qui ont travaillé pour l'indépendance. Ensuite, il y a eu la grande famine, le Holodomor, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, il y a eu la koulakisation, la dékoulakisation, la grande famine. Ils ont tout eu. Ils ont tout. Et puis après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ça, c'est pas chez eux. Et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un problème, c'est que dans un premier temps, ils ont accueilli les Allemands en libérateurs et ils l'ont payé très cher à la sortie. Et aujourd'hui, un an après le début de la guerre, je voudrais que vous écoutiez ce que dit Volodymyr Zelensky à son peuple. Його головний підсумок – ми вистояли. Ми не зазнали поразки і зробимо все, аби цього року здобути перемогу. Слава Україні! L'Ukraine vaincra. Eh ben, la première strophe de l'hymne national ukrainien, c'est « L'Ukraine n'est pas encore morte ». Donc elle vaincra. C'est normal qu'il galvanise son peuple avec ces propos-là. Il est dans son rôle. Que penser de Volodymyr Zelensky d'une manière générale de la stratégie des Occidentaux lorsqu'ils disent « Nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à la victoire ». Avec les yeux qui sont les vôtres, c'est quoi la victoire à votre avis pour les Ukrainiens ? Si vous voulez, pour moi justement c'est compliqué parce qu'on sait très bien que nous sommes dans une guerre asymétrique. Et que le paramètre nucléaire fait qu'il y a certaines choses que l'on ne peut pas faire. On le sait très bien. Ce n'est pas nécessairement divulgué, mais c'est clair. Ouais. Et la victoire, si vous pensez qu'une victoire militaire de l'Ukraine réglerait le problème, je pense que c'est une erreur. Parce que la Russie mettra 30 ans à reconstituer une force armée et reviendra. Ouais. Donc il faut sortir par le haut. Et le haut, c'est la diplomatie. Le haut, c'est la diplomatie. Parce que vous dites, la diplomatie est l'art du possible, à défaut d'être celui du souhaitable. Oui. Elle n'a pas beaucoup, en ce moment, on l'entend pas beaucoup, la diplomatie. On l'entend pas beaucoup parce qu'il est difficile de l'entendre, parce qu'on est quand même submergé par les horreurs qu'on voit. Et on est aussi pris dans la dialectique des chefs de guerre. Et il ne faut pas négocier parce qu'on pourrait penser. Je pense qu'il y a autre chose à faire, c'est qu'il faut peut-être avoir recours à des tierces personnes. Quand vous avez un problème, je ne pense pas que M. Zelensky et M. Poutine puissent négocier ensemble. Il faut aller chercher les Chinois et les Turcs, peut-être. Pas simplement. Non, pas simplement. Il faut qu'il y ait une contrepartie en face.
Les Français et les Américains. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Pardonnez-moi, je rappelle votre livre, Journal du premier ambassadeur de France à Kiev, 1990-1993. C'est passionnant, c'est un roman pour l'histoire. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. On retrouve dans un instant les experts de C'est dans l'air. On va se poser une question. L'armée française est-elle déclassée au moment où on s'en est rendu compte avec la guerre en Ukraine, où il faut être en capacité de mener une guerre de haute intensité? On en parle, à tout de suite.